Bon, tout d'abord, je voudrais remercier Clément Sanchez pour l'invitation et de me permettre de vous présenter nos résultats concernant la modélisation de matériaux bio et biologiques. Donc, je suis modélisateur, donc je fais principalement de la chimie quantique et je vais utiliser cette technique si je parviens comment on change. D'accord, ok. Oui, voilà. Ah oui, ok. D'accord, donc voilà. Donc je vais essayer de survoler pendant cette demi-heure trois systèmes différents. D'abord, la silice comme vecteur, euh, donc vecteur de médicaments. Ensuite, l'oxyde de calcium. On va étudier les caractéristiques cristallographiques et morphologiques et comparer avec l'infrarouge et l'RMN. Et une troisième partie concernant la construction d'un modèle, donc modèle moléculaire de l'apatite, hydroxyapatite amorphe, un modèle d'os. Donc l'idée est de travailler comme ceci. Donc on utilise la chimie quantique, donc notre théorie de base, qui est utilisée en collaboration avec différents collaborateurs expérimentateurs qui font des techniques type infrarouge, Raman et RMN, rayons X, donc cristalographie, microscopie, thermodynamique, énergétique, études des réactivités, etc. Donc en fait, cette technique, ça s'appelle plus la chimie computationnelle, hein, calculatoire. Donc on utilise la théorie pour calculer des propriétés. Et plus particulièrement, on va utiliser la DFT périodique qui est appliquée pour des systèmes donc, de solides. Alors, première partie, la silice amorphe. Donc l'idée, c'est de transporter, de relarguer une molécule active, comme médicament, ici l'ibuprofène. J'espère que vous en avez pas besoin après mon discours ici. Donc l'idée c'est de faire un modèle de la silice amorphe. Ici c'est un MCM41, donc un mésoporeux, sur lequel on va absorber absorber cette molécule et essayer de comprendre et expliquer une courbe de largage ici présentée, obtenue expérimentalement. Donc, les modèles utilisés pour ça sont les suivants. Tout d'abord, on a fait un test concernant ici un modèle de silice amorphe hydroxylé dans le vide, donc sec ou nu, hein, propre, clean. Ce modèle, on peut le complexifier, on peut le rendre plus complexe en ajoutant une fine couche, une monocouche d'eau pour simuler des conditions d'hydratation. Et finalement, aussi quelque chose qui se fait expérimentalement, c'est fonctionnaliser la surface. Fonctionnaliser la surface avec des groupements ici comme des aminopropyles. Donc, ces trois modèles ont été construits, calculés, comparés avec l'expérience, donc validés. L'absorption de ces molécules, de cette molécule, l'ibuprofène, a été étudiée par deux techniques. La technique en utilisant une stratégie de calcul dynamique moléculaire et ensuite aussi une optimisation géométrique. La dynamique moléculaire a été faite à 300 Kelvin. Donc là, on voit si la molécule reste attachée, reste absorbée à la surface ou pas. Donc pour la surface nue, on voit que très vite, la molécule se détache, se dessorbe de la surface. Par contre, quand on fait l'optimisation géométrique, donc on cherche en fait le minimum sur cette énergie minimum d'énergie sur cette surface d'énergie potentielle, on retrouve des énergies d'absorption relativement élevées. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine, donc il y a l'énergie interne thermique et l'entropie qui empêche de rester immobile à la surface. Aussi, ce qu'on peut apprendre à partir de ces calculs d'énergie d'interaction à 0 Kelvin, c'est par exemple la compétition entre la formation d'un dimère,
par exemple, si on travaille à une concentration élevée, est-ce que ces molécules veulent rester ensemble ou est-ce qu'elles veulent quand même se disperser sur la surface? Et apparemment, l'absorption individuelle par des liaisons hydrogènes avec les silanols est plus favorable que de rester ensemble ici en formant des dimères. Par contre, pour s'absorber à 300 Kelvin, ce système ou ce modèle ne correspond pas. Donc on ajoute de l'eau cette fois-ci, donc on met une fine couche d'eau, on appelle ça une couche microsolvatée. On refait la dynamique et là on voit en fait que la molécule, vous voyez qu'une partie, j'ai coupé pour surtout cibler la partie de l'interface, où on voit que les molécules d'eau, grâce à leur interaction via des liaisons hydrogènes, gardent la molécule à la surface. En période, disons, en certaines étapes, parce que c'est cyclique, ça s'absorbe, ça se désorbe, c'est dynamique. On peut recalculer l'énergie en fait, minimale pour l'interaction, où on obtient beaucoup moins finalement qu'avant. Ça veut dire que finalement les liaisons hydrogènes sont moins fortes avec les silanols qu'avec l'eau. Non, le contraire, moins fortes avec l'eau qu'avec les silanols. Donc l'eau est importante. C'est là, ça on va voir dans l'étude suivante, que l'eau est importante parce que, comme j'avais dit, on peut également aller plus loin dans le modèle, on peut greffer la surface, donc en fait c'est une substitution de silanol, de groupements silanol par des groupements organiques ici, donc des aminopropyles. Et quand on optimise, on relaxe cette structure, on voit que finalement c'est des groupements fonctionnels qui devraient aider à absorber, sont penchés, sont courbés vers la surface. Vous voyez, en fait, il y a une interaction avec ce groupement amine avec la surface, les silanols de surface. Donc, en fait, si on parlerait en termes de catalyseur, on voit un certain empoisonnement. Si on veut faire une interaction avec une molécule, les liaisons possibles sont déjà prises. C'est pour ça qu'on voit ici, l'idée était de libérer ces groupements. Et comment on a fait ça? En ajoutant une fine couche, donc cette monocouche d'eau, où on stimule la compétition entre la formation de liaisons H de l'eau avec la surface et celle de l'amine et de la surface. Et on voit que l'eau a plus d'affinité pour la surface que l'aminopropyle. Et là, on voit que les groupements se redressent. Donc en fait, là, on voit que si on met la molécule, qu'elle reste absorbée. Ici, on a même une valeur positive, c'est-à-dire endothermique, une déstabilisation du système. Ici, notre système sans eau en fait, évite l'absorption de l'ibuprofène. Avec l'eau, on a une amélioration de l'absorption. Donc, qu'est-ce qui se passe à température du corps? On a, ou 25 degrés, on a une absorption donc, pour la surface donc, non humide, donc, où il n'y a pas de molécule d'eau, la molécule s'échappe, se désorbe. Par contre, avec l'eau, elle reste à la surface. Elle reste prise dans ce réseau de liaisons H, liaisons hydrogènes. Donc l'eau est très importante dans ce système. Donc, en résumé, les groupements fonctionnels aident à absorber cette molécule. Elle joue le rôle en fait de perche, elle va continuellement aller chercher ces molécules et l'eau est importante pour garder ces perches disons, accessibles à la molécule. On a également fait des calculs concernant des surfaces chargées où on a introduit des silanolates et tout ça pour regarder l'effet du pH, mais je vais pas vous montrer aujourd'hui, peut-être une autre fois. Donc je continue, la deuxième partie. La troisième partie, c'est les oxalates de calcium. Les oxalates de calcium, donc, on en a déjà parlé, l'ibuprofène aussi. Mais ici, l'oxalate de calcium est donc le composé principal des calculs rénaux. Et donc, en plus, il y a d'autres biominéraux qui contiennent l'oxalate aussi, toute une série.
La particularité en fait de cet oxalate de calcium, c'est qu'il apparaît sous différentes formes hydratées. Monodihydrie et bon, dans des milieux biologiques, il n'y a pas l'anhydre, mais l'anhydre existe également. Donc la première chose qu'on a fait, c'est de calculer, de relaxer la maille du bulk des différents polyhydrates, donc de comparer ça avec les résultats existants. Qui, comme les rayons X, donc, les données cristallographiques, X ou neutrons, et puis spectroscopiques infrarouge, Raman. Très peu de calculs étaient disponibles sur ces structures, et notamment sur toute la série. Donc, je ne vais pas passer par toutes les questions qu'on s'est posées, mais il y en a une qui est très intéressante, bon, je trouve, c'est le cas du dihydrate. Donc, la védélite, c'est une structure comme ceci, elle contient en fait des canaux, des grands, des petits, okay. Et dans ces canaux, en fait, il y a de l'eau qui peut diffuser, hein, et on appelle ça de l'eau zeolitique, c'est comme dans les zeolites, où il y a de l'eau qui peut diffuser. Hein, il y a des pores qui permettent cette diffusion. Donc la question est où se trouvent ces molécules d'eau et combien il y en a, quel est le taux d'hydratation. Donc après une étude systématique, on a finalement trouvé que c'est surtout les grands pores, ils sont un peu plus grands, et qu'il y a deux types. Il y en a qui sont remplis, ça c'est l'optimal, hein, avec 2 molécules d'eau par maille dans une, parce qu'il y a 4, une maille c'est ceci. Il y a un canal qui contient 2 molécules d'eau et un canal qui en contient une. Donc ceci, avec cette structure, qui serait en fait la structure théorique et la plus stable à 0 Kelvin, donc en fait c'est un polymorphe on prédit le plus stable, on peut comparer ces résultats avec l'expérience. Donc on a calculé les paramètres de maille comme premier test. Donc on a les paramètres de maille A, B, C et la comparaison avec la littérature, donc les résultats expérimentaux et donc leur déviation pour le mono, di, tri et l'anhydre. Donc on voit des déviations à peu près du pourcent, d'accord, sauf pour le di qui en a 2 presque, alors 2%. Et en fait ça s'explique par la difficulté de caractériser cette structure à cause de cette eau mobile dans la structure. Donc nous on calcule les paramètres de maille pour une structure définie, hein, qu'on a trouvée, qu'on propose. Par contre, les résultats ici, ce sont souvent des moyennes, donc la déviation est donc plus grande. En fait, ce tableau, on peut le commenter aussi au niveau de la qualité du calcul. Ici, je vous donne des résultats que pour un niveau de calcul, mais on peut ajouter des corrections, comme on a vu pour la question des MOF. Il y a des forces, il y a autre que les forces électrostatiques et forces de Van der Waals. Il y a par exemple les forces de dispersion qui jouent un rôle, et surtout quand on a des structures où il y a de l'eau, d'accord, on voit ici du mono, di et tri, donc les structures avec beaucoup d'eau, on a 3 molécules d'eau ici pour le tri, ces forces jouent un rôle important, et on voit également que pour décrire ces structures précisément, il faut tenir compte de ces corrections. Mais je ne rentre pas dans les détails ici. Alors, ces structures qui ont été caractérisées théoriquement, on essaye donc de valider ou de comparer ça avec l'expérience. Donc, dans le laboratoire qui est spécialisé en RMN, une étude a été faite concernant le calcium 43, et donc, surtout pour le vévélite. Entre-temps, on a fait les autres structures également, où ils ont démontré que cette technique est donc sensible pour caractériser la structure locale de ces oxalates. Il y a d'autres techniques aussi, c'est l'infrarouge. L'infrarouge, on peut également calculer l'infrarouge et les spectres. On peut comparer et voir, ou se poser des questions après. Je vais vous montrer. Donc on a le spectre expérimental,
et le spectre calculé. Donc, par exemple, si on regarde les différences, on voit des différences d'intensité de pics et des pics qui apparaissent ou qui sont plus intenses aussi. Donc ça pourrait nous aider à éclaircir certains points. Par exemple, l'assignement des bandes précises, parce qu'ici on calcule les vibrations, donc on peut attribuer des vibrations à une bande. La présence d'eau, elle est partout, mais elle peut donc interférer dans le spectre. La présence comme il y a de polymorphes ou de polyhydrates, des autres polyhydrates, parce que souvent dans ces synthèses, on peut avoir des fractions des autres polymorphes polyhydrates présents. Également, ces intensités peuvent être aussi la raison, peuvent aussi apparaître à cause de la forme des particules. Ici, nos intensités sont calculées comme étant des surfaces parfaites orientées selon l'orientation l'orientation dominante. Donc, une particule peut avoir différentes formes et l'intensité peut avoir avoir une influence. Donc, tout ça, on peut également en déduire. Par exemple, si je prends le dihydrate, là on voit des shifts. Et là, ça c'est une autre question. Ça c'est, de nouveau, comme je vous ai dit, les liaisons H et les forces de Van der Waals dans ces structures peuvent jouer un rôle important. Donc le niveau de calcul est important et c'est pour ça qu'on voit parfois des shifts qui pour un expérimentateur peut être important, pour un théoricien peut être expliqué à cause du niveau de calcul. Donc les corrections, l'ajout de certaines corrections. Dans le tri, je passe. Une fois ces bulks donc caractérisés, on peut commencer à étudier les surfaces. Donc on peut couper les bulks selon certaines orientations et avec ça, on peut en fait regarder les différentes formes, les différentes morphologies de ces structures. Comme ici, je vous montre une photo que j'ai prise d'un papier où il y a donc toute cette collection de structures pour les différents polyhydrates d'oxalate. On va essayer de comprendre cette morphologie à partir des surfaces coupées de nos bulks. Donc, tout d'abord, la morphologie, on la calcule en utilisant une relation qui n'est pas nouvelle, c'est selon ce théorème-ci qui dit que finalement l'exposition des surfaces dans un système, d'un cristal, est donc inversement proportionnelle à la stabilité de la surface exposée, de son énergie de surface. Attendez, je recommence. L'énergie de surface est donc une mesure finalement de la surface exposée pour notre cristal final. Ici, c'est un calcul fait assez rapidement parce qu'il est fait dans le vide. Donc, on fait une estimation de l'énergie de surface et on obtient une morphologie. Il faut naturellement faire une estimation pour au moins 3 directions dans l'espace pour avoir un volume. Ceci, on peut faire pour les différents polyhydrates et on peut donc ordonner la stabilité des surfaces comme ceci. Donc, on peut quantifier l'exposition de chaque surface. Donc l'idée c'est de bien comparer ça avec l'expérience. Donc pour la vévélite, la monohydrate, on a ces surfaces, on a ces structures-là qui en fait on devrait trouver idéalement cette morphologie celle-ci qui malheureusement ici ne correspond pas. Donc bon, il faut bien dire que ici le calcul on l'a fait dans le vide. Donc c'est une question qu'on va donc, résoudre après en ajoutant de l'eau, par exemple. On a fait la même chose pour les autres, où on voit, les formes sont complètement différentes. Celui-ci, on voit parfois certaines similarités, où on voit les 4 faces exposées, comme ici. Par contre, le corps de la grosseur de ce cristal n'apparaît pas. Donc ça veut dire que si on met de l'eau, c'est un cristal dans l'eau. Si on mettait cette structure dans l'eau,
on devrait pouvoir voir au niveau moléculaire une déstabilisation de cette surface, donc, à cause de l'interaction des molécules d'eau sur cette coupe, sur cette face. Donc la même chose pour le tri. Donc les surfaces, on les calcule comme ceci, on les met dans une boîte, hein, il y a une maille, on coupe notre bulk et on peut calculer l'énergie, donc l'énergie de surface, donc combien coûte, quel est le prix de cette coupe. Et ensuite on peut donc ajouter de l'eau. On peut faire la même chose comme on a vu pour la silice, on peut mettre une monocouche d'eau, regarder l'interaction donc, avec l'eau et corriger notre énergie de surface. Donc, si on fait ça, notre surface qui était la plus stable dans le vide, 0,11, ne l'est plus, et on voit que c'est la 1,00. Donc, ça, c'est ce qu'on obtient quand on fait la correction dans l'eau. Donc, on a ajouté des molécules d'eau sur chaque face et finalement dessiner ces structures. Donc, c'est peut-être bien de comparer ça avec l'expérience, et là, on voit que dans l'expérience, c'est-à-dire elle a été aussi, les structures ont été synthétisées aussi dans l'eau pour pouvoir comparer. Donc là, on apparaît, l'orientation n'est pas parfaite, mais on voit que l'hexagone ici, hexagone allongé, on le voit ici. Puis les côtés où on a une face plus petite et plus longue qui devrait être ici et là. Pour la deuxième, la védélite, on retrouve la pyramide et puis le corps ici, qui apparemment ici est un peu plus long. Il est prédit un peu plus important dans la proportion. Et la coaxite qui donne des lamelles. Ici, on retrouve également un corps qui est plus large que long. Donc, on peut être satisfait de la méthode de calcul utilisée. Donc, je vais parler de la troisième partie. Ça, c'est une partie qui est en cours. Les résultats sont très récents. Donc, c'est l'idée de trouver un modèle pour l'os, un modèle moléculaire qu'ensuite on pourra utiliser pour comprendre la chimie sur ces interfaces. Donc, l'os, c'est une structure hiérarchique qui, finalement, après différents assemblages, est formée par des plaquettes d'hydroxyapatite qui sont décrites comme ayant un cœur cristallin et une interface amorphe ou moins cristallin, hein, et donc une interaction avec le milieu biologique. Donc l'idée ici, c'est donc de faire un modèle, comme la stratégie, c'est d'aller voir les expérimentateurs qui nous donnent le maximum d'informations pour commencer à construire ce modèle. Alors, une information qui est intéressante et utile, c'est de nouveau l'ARMN qui nous dit que dans ces phosphates, ou les phosphate de calcium de l'os, on a deux types de phosphates. On a les phosphates hydrogénophosphate et le phosphate simple. Et une autre donnée qui est intéressante, qui vient de l'expérience pour faire notre modèle, c'est en fait, ici on a une image d'un os synthétique qui nous donne une idée de la distance entre les différentes plaquettes. Donc on sait quel type de phosphate il y a et puis la distance. Ça nous permettra de faire notre interface. Donc à partir de ces données, on a aussi à notre disposition différents systèmes qui contiennent du phosphate et du calcium. Tout d'abord, l'hydroxyapatite et puis l'octacalcium phosphate, hein, l'OCP. Mais si on regarde bien de près ces structures, on voit que pour l'apatite, il n'y a que du phosphate et ce serait bien d'avoir aussi une partie qui a de l'hydrogène au phosphate. Donc, et ça, on retrouve dans l'octaphosphate. Un bon candidat donc, pour commencer à faire ces structures de choix, hein, ce serait l'octacalcium phosphate. En plus, certaines surfaces correspondent avec l'hydroxyapatite. Donc, aussi intéressant pour ensuite étudier notre interface. Donc, à partir de cette maille-là, on a coupé donc, nos surfaces et introduit notre eau, hein, parce que
notre solide est en interaction avec, en première approximation ici, avec une couche d'eau. Donc il faut imaginer que c'est des sandwichs, parce que ça se répète en trois dimensions. Hein. C'est des calculs périodiques. Donc où on a une partie qui est donc cristalline. Non, tout est cristallin ici pour l'instant. Hein. Donc une partie qui contient des phosphates, hydrogène phosphate, et puis notre interface avec une couche d'eau, avec les dimensions apparemment obtenues expérimentalement. Alors, les questions qui se posent, donc une fois quand on met de l'eau, c'est l'interface, comment l'eau interagit avec les phosphates de surface ou les calciums. Il faut donc remplir ce vide. Donc il y a un travail en fait, on a beaucoup parlé de Lego, hein. Ici c'est un travail de Lego également. Il faut trouver les bons éléments et les mettre à leur place. Et ça c'est notre structure de début qui ensuite on va relaxer. Un test qu'on a fait pour être sûr qu'il y avait assez d'eau entre les différentes couches, c'est par exemple de regarder si on a bien la densité de l'eau entre ces plaquettes. Hein. Donc le 1 gramme par centimètre cube. Donc je ne sais pas si j'ai encore du temps, mais je peux vous montrer par exemple, voilà, à partir de ce modèle-là, on peut faire une dynamique. Donc pour l'instant, ce qu'on voit, c'est pas plus que des vibrations. Donc on a notre eau qui vibre à 310 ici et notre interface qui interagit. Okay. À partir de ça, on peut regarder s'il y a des mouvements de protons et autres. Je ne vais pas aller dans les détails. Parce que ce sont des questions qu'on se pose après. Donc, ce calcul a été fait juste pour avoir une structure de base simple, relaxée. Donc ça c'est la maille finale qu'on a obtenue. Donc c'est que du phosphate de calcium, hein, avec des hydrogènes phosphate et de l'eau. Donc c'est pas encore de l'eau naturelle. Hein. Il y a encore des choses à améliorer. Par contre, on peut regarder déjà la mobilité de l'eau, comme on a vu dans la dynamique. Par exemple, les échanges des molécules d'eau autour des différents groupements de phosphate. D'accord. Donc ça se traduit comme ceci pour ceux qui regardent qui ont fait des expériences avec la dynamique moléculaire. Donc on suit les distances en fonction du temps, et quand certaines distances se croisent, on va avoir des échanges. Donc également, on peut regarder des échanges entre les hydrogènes phosphates et les phosphates. Donc on peut également simuler ces échanges-là, qui est important parce que l'idée c'est d'amorphiser ou de secouer, hein, la couche à l'interface. Il y a des phénomènes assez intéressants déjà qui sont apparus. C'est par exemple le transfert de protons d'un hydrogène phosphate à un autre passant par un phosphate. Il y a plein de phénomènes qui donc sont en train d'être étudiés. Donc ça c'était pour ce système qui est idéal, pur. Par contre, ce serait bien d'avoir un modèle plus réaliste. Donc est-ce qu'on peut ajouter par exemple de l'hydrogène phosphate, du calcium, pour regarder quelle est l'interaction avec ces particules, ou ces ions supplémentaires, et quel est leur rôle dans, par exemple, la chimie qui se passe, la croissance, l'échange d'ions à la surface. Donc pour ça, on a également fait j'ai un graphique ici qui vous donne une idée de comment cette paire d'ions évolue. Mais je pense que c'est peut-être mieux de regarder le film. Donc on a mis, au début, ce qu'il faut regarder ici, c'est là c'est par exemple pour le carbonate de calcium. Donc on a ajouté un carbonate dans l'interface, qui normalement, voilà. Et on voit que finalement, il commence à ils s'attirent, ils font pardon. Il se relaxe jusqu'à une distance optimale. Donc il reste de l'eau entre. Voilà, donc on voit l'eau vibrer, l'interface, et puis notre carbonate de calcium. Okay. Donc l'idée maintenant, ce serait peut-être de provoquer certains événements, de regarder si le carbonate peut être diffusé dans la structure même,
Et ça, c'est en utilisant d'autres techniques qui sont prévues dans le futur. Donc, par exemple, on peut ajouter de l'HCl. Okay. Donc, et là, c'est intéressant parce qu'on voit tout de suite on voit ici, donc, le Cl, le H. Il n'y a pas de liaison, mais ça va très vite. Donc, il y a une dissociation. Bon, ça, c'est pas neuf, hein, un acide fort. Ça se dissocie, d'accord. Mais au moins, on l'obtient. Donc, ça veut dire que notre modèle est consistant au niveau de la chimie générale. Donc, il le donne tout de suite à une molécule d'eau, que ensuite, ça c'est intéressant, le repasse à un phosphate, hydrogénophosphate, que après, vous voyez, ici, il y a de nouveau une interaction avec une autre molécule d'eau. Donc, il y a ce mouvement de protons dans la surface qu'on a observé. OK. Voilà. Comme ça, on peut regarder plusieurs minutes. OK. Bon, alors ça, c'est que le modèle. Maintenant, ce serait bien d'avoir des résultats expérimentaux pour valider cette structure. Et donc, les premiers résultats expérimentaux que je vous donne ici, c'est, en fait, on a fait tracer la fonction de distribution de paires pour plusieurs types de modèles et qui nous aident à faire évoluer le modèle. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici et remercier donc tous les gens qui sont impliqués dans ce projet. Donc, presque tout le monde du LCMCP. Bien sûr, les centres de calcul et le financement, et vous pour votre attention.